vous sur Sud Radio, nous allons débattre et commenter l'actualité, mais nous avons la gagnante de notre grand jeu avec nous, c'est Patricia. Bonjour Patricia. Et bonjour Valérie. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Écoutez, j'ai écouté votre émission là sur la DGSE, c'était très intéressant. Et il faut lire le livre, et donc là vous avez gagné un bon d'achat de 150 € offert par Mon Album Photo. Donc vous allez faire quoi? Un livre de photos, un calendrier Allez, on va faire un livre de photos parce que ça va être le mariage de mon fils. Alors c'est un très beau cadeau. C'est un super cadeau. On va pas lui dire que vous l'avez pas payé. C'est en tout cas effectivement une très belle manière d'immortaliser ses souvenirs avec ses livres photos. Merci Patricia. Un grand merci à vous. Merci d'être fidèle à Sud Radio. Ah oui, tous les jours à toute heure. C'est bien, vous méritez alors. Voilà. Excellente journée. Merci. Bonne journée à vous Patricia, et merci à Mon Album Photo pour ce bon d'achat de 150 €. Alors nous allons débattre avec aujourd'hui Sophie de Menton. Bonjour Sophie. Bonjour. Il fait chaud en vélo aujourd'hui. Oh là là. Chef d'entreprise, présidente du mouvement renverser par un gendarme à moto d'ailleurs. Ah, pas bien. Présidente du mouvement éthique, Mathieu Alterman, journaliste. Votre livre producteur de légende, Norbert Saada, est paru chez Ramsay. Préfacé par Alain Delon. Préfacé par Alain Delon. Ce producteur, si vous ne le connaissez pas, mérite d'être découvert. 250 photos inédites avec les plus grandes stars dedans. Voilà. Pour ceux qui sont passionnés de cinéma, allez-y. Thomas Porte, conseiller politique, porte-parole de Sandrine Rousseau. Ça va, vous allez bien? Très bien. Pas trop dur? Non, ça va. Et président de l'ONET, c'est l'Observatoire national de l'extrême droite. Christine Bouillot, bonjour Christine, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour. On va revenir sur un certain nombre de sujets qui sont dans l'actualité. Éric Zemmour, l'épine dans le pied de la droite, ira pas. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en parle trop d'Éric Zemmour? Il ne s'est pas déclaré pour l'instant, mais c'est vrai que c'est ce que disait Gilles Ganzmann ce matin. Il était partout, en tout cas, surtout dans tous les débats, au cœur de tous les débats des chaînes d'infos. On va parler de cette mère expulsée de son HLM après la condamnation de son fils pour trafic de drogue. Ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on en entend parler. Et là, cette fois-ci, le fils HLM, le maire sont passés à l'action. Et puis on va parler de la multiplication des candidatures. Et pourtant, le duel Macron-Le Pen semble, en tout cas dans les sondages, je rappelle, photographie à l'instant T, inéluctable. Mais il peut se passer beaucoup de choses. Alors commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Allez, on va commencer avec un coup de cœur avec vous, Mathieu Alterman. Oui, on va aller sur quelque chose d'un peu léger. Mon coup de cœur, c'est le retour d'Abba. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que c'est la première fois que, après 40 ans de séparation, un groupe se reforme. Il n'y a jamais eu une distance aussi longue. Et avec 2 titres, pour l'instant, l'album sort en novembre, qui s'appelle Voyage. Il y a une tournée en hologramme qui arrive également en Angleterre. Et parmi les 2 titres, il y a quand même un tube. Donc réussir à faire un tube après 40 ans, on va écouter un petit extrait. Je ne sais pas si on peut l'entendre maintenant, l'extrait. On l'entend. C'est le son à bas, on a l'impression que c'est le même qu'il y a. J'ai pleuré, je vous jure que j'ai pleuré, j'ai eu des larmes qui sont venues parce que c'est le retour du lien. Moi, je suis nostalgique d'une époque où tout le monde écoutait la même chose. On écoutait tous Michael Jackson, tous Madonna, on allait tous voir E.T. Il y avait un lien, qu'on soit pauvre, riche, quel que soit le pays, on avait vraiment une unité. Et le retour d'Abba, ça m'évoque un peu ça finalement. Alors, on peut très bien ne pas aimer, mais il n'y a personne qui va dire « je hais Abba, faut qu'il meure ». Enfin, il n'y a pas de débat. Non. Et ça fait du bien. Et surtout, c'est réussi. Et vraiment, 40 ans d'absence, revenir, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du showbiz. Oui, mais pardonnez-moi, c'est super, on a envie de fredonner, mais c'est le même. Mais justement... on a l'impression que c'est un vieux qui est la même recette. Mais c'est tellement difficile de rester le même en n'ayant rien fait pendant 40 ans. C'est ça, justement. La plupart des gens qui ont eu beaucoup de succès dans les années 60-70 rêvent de retrouver la fraîcheur qu'ils avaient au départ. Ils n'y arrivent pas. Remarquez, il y a Mozart. Ils y arrivent. Qui y arrive. C'est vrai que d'ailleurs, quand on a du talent, il n'y a pas d'âge. Voilà. Oui, mais la plupart des grands disques qu'on fait en début de carrière, c'est très difficile. Le retour. Vous étiez à bas, Thomas Porte, ou pas trop? Il est abattu, il est pas bas. C'est pas vraiment ma génération, mais effectivement, je pense que de voir qu'un groupe revient et que redonne du dynamisme, de l'enthousiasme. Ceci dit, vous parlez de génération. Mais ça a traversé les générations. Oui, ça a traversé. Moi, je donne des cours de pop culture dans énormément d'écoles, et en général, ils connaissent Abba,
Non, Queen bien sûr. et Led Zeppelin. C'est les 3 trucs qui traversent, vraiment. Ah ouais. Pas les Michel Beatles Sardou. et les Rolling Stones. Moins, beaucoup moins bizarrement. Et Michel Sardou, vous dites Oui. Non, mais je veux dire les jeunes générations. Je suis entourée de jeunes étudiants et je peux vous dire Jeune que jusqu'à quel âge? jeune, Sophie, je dirais jusqu'à 30 ans à peu près. Voilà, après Ouais. pour eux, hein, je parle pour eux. Bon. Mais ils sont déjà imprégnés de tous ces tubes-là. Ça revient en force et les fêtes étudiantes se terminent par du Michel Sardou, oui. Ah ben voilà. Eh ben écoutez, ce sera un petit coup de Abba pour conclure cette heure. Don't mais Shut on Me Down. redémarre. Le titre, c'est Don't Shut Me Down. Don't Shut Me Down. Ils vont remonter sur scène ou pas? Sous forme d'hologramme, absolument. Ça va être la folie. Vous savez que c'est le groupe qui a vendu le plus après les Beatles de l'histoire de la musique. Donc ça va être un truc. Il y avait une des membres du groupe, vous savez, qui ne parlait plus anglais, parce qu'ils sont suédois. Elle avait oublié la langue anglaise. Donc c'est vraiment un retour improbable et qui fonctionne. Allez, ça nous donne la pêche pour démarrer et pour attaquer les débats dans quelques instants après le journal sur Sud Radio. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. On va essayer de commenter l'actualité avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Mathieu Alterman, journaliste. Je rappelle votre dernier livre, Norbert Saada, producteur de Légende, qui est paru chez Ramsay. Légende avec un S. Pardon ? Légende avec un S. Thomas Porte, conseiller politique, porte-parole de Sandrine Rousseau, et vous êtes président de l'ONED, l'Observatoire national de l'extrême droite. Et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Allez, avec un peu d'abat pour commencer, ça nous a mis en forme. Christine Bouillot, vous, c'est un coup de cœur. Oui, alors j'ai essayé de trouver quelque chose un peu décalé par rapport à l'actualité du jour. Ouais. Et puis, tout d'un coup, hier soir, en remontant le fil de l'information du week-end, je suis tombée sur la déclaration et l'initiative que vient d'initier un certain Michel Platini, que tout le monde connaît, et qui souhaite donc, et qui commence à militer pour ça, tout simplement faire entrer le football sur la liste des biens immatériels de l'UNESCO, afin de protéger l'esprit du football, dit-il. Alors, je suis allée regarder sur les statuts de l'UNESCO. Très concrètement, cette liste on va dire immatérielle de l'UNESCO, donc ce sont vraiment des pratiques, des cultures, on va dire il y a même du sport, parce que du sport, il y a des pratiques physiques, il y a le yoga qui est rentré sur cette liste-là. C'est parce qu'il faut les préserver de manière urgente contre leur disparition ou un ennemi qui viendrait de l'extérieur. Et c'est le cas du football ? Alors, c'est là que mon enthousiasme se modère un peu. Voilà, tout petit peu, parce que j'ai du mal à comprendre l'objectif de ce besoin, puisque quand Michel Platini est allé voir la directrice générale de l'UNESCO, qui se dit enthousiaste par le projet, et maintenant il faut convaincre tous les États qui participent à l'UNESCO pour en faire quelque chose. En gros, ce que veut dire peut-être Michel Platini, il faudra qu'il précise sa pensée, c'est que ça doit rester un jeu. Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais la difficulté, c'est que lui-même a participé. C'est une hypocrisie absolue. Je vais vous dire pourquoi il le fait, Michel Platini. Il a besoin de se lessiver, vous voyez, de redorer complètement son image. Il a été des scandales financiers. Blanchiment d'image. Évidemment, c'est tellement voyant. Il est jamais intervenu sur ce genre de choses, en tout cas. Mais je comprends pas, vous trouvez ça bien ou pas bien, Christine ? Non, je prends ça par le petit bout on va dire par l'opposé, parce qu'effectivement, on peut penser que le football est en danger dans la mesure où l'argent coule à flot, et aujourd'hui, on en est arrivé à des dérives. Il y a Arsène Wenger qui prône même la semaine dernière de faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, parce que ça resserrait le niveau, donc ça serait plus attractif. En fait, ce sport, moi, me fascine, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des vrais passionnés, ceux qui sont les supporters qui sont prêts à mouiller leur chemise à chaque match, qui sont vraiment des fans et des absolus fans. Et à l'opposé de tout ça se trouve un univers d'argent qui dépasse l'entendement. Donc c'est cette espèce de grand écart qui, moi aujourd'hui, me rend absolument pantoise. Et on se dit, mais effectivement, le jeu, plaisir, il est où dans tout ça, et le développement ça m'étonne beaucoup, mais j'ai vu Sophie bondir tout de suite. Oui, non, j'ai bondi parce qu'en plus c'est drôle, mais j'en parlerai tout à l'heure. Oui. J'ai un coup de cœur, coup de gueule pour la baguette française qui doit faire partie des biens immatériels à l'UNESCO. Donc c'est drôle que vous parliez de ça. Non, ce qui me sidère, c'est que vous puissiez avoir un coup de cœur. Je comprends pas. Où est le coup de cœur ? Alors, on va pas aller jusqu'au coup de cœur, Sophie. Je trouve intéressant de poser le débat sous cet angle-là, mais que ce soit Michel Platini, après tout, pourquoi pas, mais opération de communication. Christine, pardonnez-moi. Le football, on vient de racheter un joueur qui faisait la fierté d'un club. On l'a racheté parce qu'il trouvait que 3 millions par mois, c'était pas assez. Et en plus, je trouve intéressant. Et en plus, on dit que c'est l'équipe de France. Moi, c'est exactement qu'on puisse le proposer. C'est ça de ce que je déteste. Oui.
Oui, voilà. Enfin, attention. Thomas, il y a aussi un foot qui a beaucoup moins de lumière, la deuxième division, sûr, le football féminin, où il y a des choses à faire. Certainement. Thomas, Non, mais je partage, il y a un vrai tissu associatif, des clubs amateurs, et qui souffrent d'ailleurs des dérives du système qu'il y a plus haut. C'est ça. Mais je crois que bon, Michel. Il n'y a pas autre chose à mettre. Non, mais je suis d'accord. Moi, déjà, Michel Platini, je pense qu'il est sur une opération de communication par rapport à ce qu'il a vécu avant. Et si on a un vrai sujet sur le football, parlons de la Coupe du Monde qui va être organisée au Qatar, avec ce qui se passe avec les travailleurs où on a quand même des alertes, des organisations internationales qui déjà meurent sur les chantiers. Donc là, il y a un vrai sujet. Je pense que c'est plutôt ça la priorité aujourd'hui, plutôt que de déclarer le foot bien immatériel. Exactement. Bon, alors allons-y avec votre coup de gueule, Sophie. C'est coup de cœur, Christine, c'est coup de cœur, coup de gueule. D'abord, je trouvais sympathique, les boulangers ont toute mon affection. Oui. J'étais sidérée en voyant le Canard enchaîné. Il y a 9000 postes à pourvoir en boulangerie aujourd'hui. Hein. Il y a un vrai problème de main-d'œuvre, c'est ce pénurie de main-d'œuvre. que Dominique Aura, qui est le président de la fédération, m'a dit. On travaille avec eux au sein du mouvement éthique. Et là, la baguette française, c'est vrai que c'est un bien matériel, mais l'UNESCO est en train de déclarer effectivement bien immatériel, etc. Et le Canard enchaîné de la semaine dernière les a attaqués d'une façon, la croustillance, la face cachée du pain. Et alors là, c'est là que tout intervient. Les boulangers adoreraient abuser des additifs, ce qui est absolument faux, c'est hyper encadré. Lors de la Coupe du monde de la boulangerie, c'est la Chine qui a raflé la médaille et la fleur a pleurniché. C'est pas vrai, on a eu des prix en 2005, 2008, 2016. La fameuse tradie serait pas vraie, mais à partir du moment où il y a une ancienne boulangerie, c'est la garantie que tous les pains sont cuits sur place et pas seulement la baguette de tradition. Oui, alors, oui, d'accord, enfin, il y a un petit bémol, Sophie, excusez-moi. On a inventé en France, il y a 30 ans, un truc qui s'appelait la tradie, alors qu'il y avait la baguette française, pour vendre une soi-disant baguette tradie plus chère que la baguette, et les boulangeries ont toutes sacrifié la baguette classique pour faire en sorte que les gens achètent tout ce pain qui est beaucoup plus cher et qui n'est pas du tout tradie, qui est juste une recette différente. Mais ils achètent ce qu'ils veulent. À partir du moment... Non mais attendez, le marketing est une chose. Effectivement, tradie, pourquoi pas, il y a un nom et puis il y a la croustillante, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez français quand même. Ce pain, ils disent plein de contre-vérités. Le sel, il paraît qu'on vend plus cher parce qu'on met plus de sel, comme si ça avait un... Non mais là, la question c'est est-ce qu'on a besoin d'attaquer la baguette Voilà, c'est exactement la question. Voilà, qui devrait être au patrimoine de l'UNESCO. Mais la ficelle aussi, avec le bâtard. Oui. Le bâtard n'existe plus. Thomas Porte, vous c'est politiquement incorrect le mot bâtard. Un coup de gueule. Oui, bon, tout le monde sait que je suis porte-parole de Sandrine Rousseau, mais là je parle plus largement pour ce qui s'est passé hier sur le premier débat de la primaire des écolos, où on a quand même eu des questions des journalistes qui étaient extrêmement orientés. On a 1h30 de débat où on a débattu laïcité, blasphème, islam, voile, et très peu de questions sur l'urgence écologique. Je comprends qu'il y ait des questions sur les sujets régaliens de l'État, mais on est quand même sur une primaire des écolos. Et la question écologique est aujourd'hui au cœur des préoccupations quand même de toutes les Françaises et les Français, quel que soit leur rapport politique, d'ailleurs disent que c'est une priorité. On aurait aimé que les journalistes interrogent les candidates et les candidats. Donc c'est un coup de gueule contre les journalistes. J'aime bien l'idée. Mais on a quand même aujourd'hui encore c'est comment ils traitent l'information. C'est pas une attaque ad hominem contre les personnes là, c'est comment l'information est traitée, comment ils ont organisé le débat. Et je me permets là une aparté sur Thomas Legrand qui s'est senti obligé ce matin dans son édito sur France Inter au sujet de la prise de position de Sandrine Rousseau, qui a vécu quand même des choses horribles dans sa vie, qui a été une des premières femmes à dénoncer les violences sexuelles et sexistes dans la politique. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Oui, mais Thomas Legrand s'est permis de dire que les propos de Sandrine Rousseau étaient déplacés, donc c'est un peu moyen de la part d'un éditorialiste politique de dire ça. Déplacé par rapport à quoi? Parce qu'elle a dit qu'aujourd'hui, le fait que Gérald Darmanin ait été nommé ministre de la police, accusé de viol, était une humiliation pour elle et pour des millions de femmes qui subissent ça au quotidien, ce qui est une réalité. Oui, enfin, sauf que la justice, la réalité, c'est qu'il y a eu il y a aucune preuve, il y a un non-lieu, il y a rien. Enfin, il y a un moment, il y a pas que les plaintes, il y a aussi les résultats des plaintes. Non, mais il y a des dossiers encore sur Gérald Darmanin qui sont toujours en cours aujourd'hui. Là, je suis désolée, vous plaignez, vous avez raison probablement de voir qu'on n'a pas suffisamment interrogé sur le fond des choses, etc. Et on est en train de parler de quoi? De Darmanin qui aurait eu des problèmes parce que votre candidate a vécu des choses atroces. Je veux dire, on est hors sujet. Non mais vous savez bien que le problème, c'est que les journalistes, sur les questions écologiques, il n'y a pas adhère quasiment. Tout le monde adhère d'ailleurs, mais il y a eu des cas où Europe Écologie Les Verts était très border sur les questions de laïcité. Il y a eu vous savez, il y a eu des maires où il y a quand même, à Grenoble, on n'arrive pas
à faire en sorte que les piscines municipales ne soient plus envahies par des militants. Donc on se dit que des gens qui veulent se présenter à la présidence, ils n'arrivent pas à gérer le problème dans une ville, on s'inquiète. C'est pour ça qu'on va je suis entièrement d'accord qu'on ait des débats sur ces sujets, mais sur 1h30 de débat, il faut aussi arriver à équilibrer les choses, qu'on est sur des questions écologiques, y compris économiques. On a très peu parlé d'économie, qui est quand même un véritable sujet aussi. Par exemple, dans le projet d'Europe Écologie Les Verts, qui est souvent attaqué sur le fait qu'il n'est pas crédible et finançable, on aurait pu attendre que les journalistes interrogent les candidates et les candidats sur ce sujet-là. Ça n'a pas été le cas ? Non, très peu. On a quand même fait 20 minutes sur le blasphème. Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'est quand même un sujet. Mais enfin, excusez-moi, cette semaine, il y a le gars de procès de Charlie Hebdo. On parle d'un débat cette semaine, quand même. Excusez-moi, mais je voudrais juste te demander, le débat, personnellement, il était entendable. Moi, je sais, parce que c'était mon boulot et je l'ai écouté, mais par morceaux, sur une chaîne concurrente hier. Qui a décidé que ça se fasse comme ça? Qui a choisi les journalistes? Comment ça s'est cadré? Parce que c'est une vraie question aussi sur une campagne, entre guillemets, électorale. C'est des journalistes du service public et vous dites aujourd'hui ça nous convient pas. Je suis étonné que ça. Qui a choisi? On ne choisit pas si les journalistes ils viennent. Dans le cadre de la primaire, on a un cahier des charges où on dit on veut 1, 2, 3 débats et nous on choisit pas les journalistes qu'il y a sur le service. Et heureusement d'ailleurs qu'on les choisit pas. Oui, heureusement. Mais vous avez accepté que ce soit sur le service public et que donc retransmis. Il y aura aussi un débat sur LCI, un débat sur Mediapart. On est d'accord. Le service public, c'est en plus ça devrait être une garantie complètement d'impartialité. Je vais vous dire sincèrement, vous avez tout à fait le droit de penser ça. Je pense que c'est une erreur de le dire devant un micro. Sincèrement. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, regardez, quand c'est pas dans leur sens, ça leur plaît pas, quand c'est dans leur sens, ça leur plaît. Et au final, c'est pas parce que c'est pour l'intégralité du débat, quel que soit le candidat ou la candidate. Moi, j'ai pas de. Le service public, je voudrais insister là-dessus, devrait, et j'insiste sur le conditionnel, devrait être la garantie d'impartialité complète. Mais pourquoi que le service public? Tous les journalistes en général, vous avez parfaitement raison, mais le service public, à partir du moment où c'est l'État qui gère, si je puis dire, des chaînes de télévision, etc., on peut attendre une très grande rigueur. Non, mais c'est pas une question d'impartialité, ce qu'évoque Thomas. C'est une question, non? Non, c'est une question. Je pense qu'il y a une question de parti pris des journalistes quand même. Je partage. Ou c'est une question d'intérêt, des sujets. Et peut-être qu'aussi les candidats doivent se démarquer sur ces questions-là, qui sont des questions qui vont être portées sur la campagne, et que sur les questions écologiques aussi, vous avez peut-être trouvé que c'était 20 minutes, c'était trop sur 1h30, mais peut-être qu'aussi ce sont des vraies questions auxquelles les Français qui vont devoir être amenés à se positionner aussi sur des questions comme celle-là veulent savoir ce que les gens ont dans le ventre. Il y a des différences quand même aussi au sein des candidats écologistes. Mais je rappelle, cette semaine, il y a le début du procès des attentats du Bataclan, donc c'est aussi une question de timing. Donc voilà. Moi, je voulais vous conseiller la lecture dans Le Monde. Vous le retrouverez de toute façon, cette sordide histoire est racontée sur plusieurs sites. Cette jeune fille, Shaina, qui a été tuée à 15 ans, c'était en 2019. Elle a été violée, elle a subi un viol collectif quand elle avait 13 ans et elle est devenue la pute du quartier. Et donc elle se faisait harceler, cracher dessus, etc. Et puis elle a été tuée à coups de couteau, puis brûlée parce qu'elle était enceinte de son petit ami qui voulait pas qu'elle soit avoir un enfant d'une pute. Et donc c'était comme ça elle avait 15 ans, je vous rappelle, c'est absolument abominable. Les parents auraient aimé qu'il y ait une stèle à l'endroit où elle a été tuée et ils disent mais on a peur que cette stèle soit abîmée et détruite. Et c'est vrai que ça se passe pas en Afghanistan, ça se passe en France. Et lisez ce récit qui est absolument terrifiant dans Le Monde. Voilà. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un petit instant. Une mère expulsée de son HLM après la condamnation de son fils pour trafic de drogue. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Éric Zemmour, est-ce qu'on en parle trop? Est-ce que justement les journalistes, pour le coup, en font trop sur Zemmour? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour débattre avec Sophie Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Mathieu Alterman, journaliste. Votre livre Norbert Saada, producteur de légende avec au pluriel, est paru chez Ramsay. Thomas Porte, conseiller politique, porte-parole de Sandrine Rousseau et président de l'Observatoire national de l'extrême droite, et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Donc nous parlons de ce qui s'est passé à Nice. Donc le bailleur
social Côte d'Azur Habitat a obtenu de la justice de pouvoir lancer une procédure d'expulsion d'une femme, d'une locataire et de son fils de 19 ans. Son fils a été condamné pour trafic de drogue. Et donc, depuis un an, c'est une réforme du règlement intérieur qui permet de faciliter ces expulsions en cas de condamnation pénale d'un locataire ou d'une personne vivant sous son toit. Il y a en gros 72 procédures qui ont été engagées. C'est pas la première fois, c'est pas le premier maire à proposer de suspendre les allocations familiales. Hein. Oui, il y a ou allocation familiale ou expulsion des HLM. Et toujours cette question, double peine pour la mère, double peine pour la famille. Thomas, là, commençons avec vous. J'imagine que vous n'y êtes pas favorable. Évidemment non, mais j'ai l'impression que c'est un espèce de débat, y compris quand je reviens chez vous, souvent on l'a, mais pas sur à intervalles réguliers, on revient sur ça, sur suppression des allocations. Évidemment que je pense que c'est une double peine, parce que on peut pas sacrifier toute une famille. Imaginons qu'il y a des petits frères et des petites sœurs qui vont se retrouver à la rue. C'est pas une réponse très sérieuse. Je pense qu'on est d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est quelques procédures, donc c'est aussi à mon avis un coup de com là-dessus pour montrer ce sujet-là. Je crois que c'est pas sérieux, évidemment. Moi, ce que je préconise, c'est beaucoup plus de prévention, beaucoup plus d'organisation en amont. Mais là, on n'en est plus là. Mais la personne a été condamnée. Elle va purger sa peine. C'est tout à fait légitime. La justice s'est exprimée, il y a une application. Maintenant, est-ce que la maman est responsable du fait que son gamin est dealer? On connaît pas le cas. J'ai entendu ce matin un avocat qui expliquait que la mère avait une certaine forme de complaisance. Donc j'imagine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une forme de complaisance? Je vais vous dire très simplement. Mais est-ce qu'on a des faits sur ce qui s'est passé avec cette dame-là? Ça va être extrêmement simple. S'il est prouvé, je pense, vu la peine, vu l'expulsion, ça doit l'être. S'il est prouvé que le fruit du trafic de drogue, la mère en récupérait sur son compte et ça lui servait à payer son loyer, oui, elle est complice dans ce cas-là. Maintenant, c'est très simple. Personne l'a dit, ça, pour l'instant. On parle là de trafic de drogue, il n'y a pas que ça dans l'histoire. Il y a quand même des dégradations importantes au sein de l'immeuble, vraiment des voisins qui disent on vit l'enfer depuis des années. Il y a un moment, il y a des milliers de gens qui attendent des logements sociaux, qui sont honnêtes, ils vivent l'enfer parce que c'est très 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 long. Et vous avez dans un logement social quelqu'un qui est dealer, qui bousille l'appartement en terrifiant tous les gens autour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des ghettos? Il y a que des dealers et les gens honnêtes ont les meilleurs, ou est-ce qu'on nettoie un minimum? Moi je suis désolé, je ne suis pas choqué par cette décision. Je pense qu'évidemment elle ne va pas être généralisée à tout, qu'il va falloir prendre au cas par cas, mais il y a quand même parfois des gens qui terrifient des ensembles HLM en faisant venir des consommateurs pas nets, en empêchant, mettant des guetteurs, en empêchant... Et à un moment, surtout que je vais vous dire un truc très simple, la même chose serait arrivée dans un immeuble qui n'était pas un immeuble normal, entre guillemets, qui n'est pas un HLM, la personne aurait été expulsée. De la même manière, parce qu'elle aurait dégradé le bien commun. En revanche, oui, alors là c'était la mère, mais en revanche, je vais même être encore plus direct. On sait très bien que les mères sont sous l'influence de leurs fils, de leur mari, de tout le monde, que les mères même essaient de faire quelque chose dans les quartiers, les femmes, elles n'y arrivent pas. Dès 12 ans, les mômes, leur mère, voilà, elle fait ce qu'on leur dit. Oui, c'est vrai, elles sont receleurs sans le vouloir. Et alors, je vais plus loin. Est-ce qu'il y a, on sait quand même que ces trafiquants, etc., je veux dire, il y a quand même un amour de leur mère, il y a quelque chose. Et je pense que si tout d'un coup, ils voient qu'on s'attaque à leur famille, ça va en faire réfléchir pas mal. Si c'était systématique, et qu'à partir du moment où on prenait des dealers dans un immeuble, où on savait qu'ils vivaient dans leur famille, etc., si systématiquement, ils étaient virés de l'immeuble, eh ben, c'est peut-être un début de solution. Oui. Christine Bouillot. Ouais, c'est la question du droit au logement, hein, tout simplement, parce que vous noterez quand même qu'il peut y avoir, dans certaines règles de copropriété du parc privé, il y a des règles de vie en communauté. Enfin, en tous les cas, je crois me souvenir que ça existe, qu'on demande à ce que les gens respectent telle ou telle chose sur les balcons, dans les parties communes, etc. Donc, s'il y a eu une modification du règlement intérieur de ce parc HLM à Nice et que c'est marqué effectivement que ça fait partie des risques d'expulsion si son enfant et on a participé ou fermé les yeux ou être... Enfin, je pense que là-dessus, on peut difficilement dire... on peut comprendre la décision au final, mais est-ce que c'est comme ça qu'on va régler le problème avec ce jeune homme condamné? C'est-à-dire on va le déplacer parce qu'il va retrouver un logement ailleurs, sa famille aussi. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème, et on y revient, du trafic de drogue qui crée des nuisances, qui crée des drames absolus
toute la semaine dernière avec l'épisode de Marseille, on en a parlé. Je pense qu'on essaye par tous les bouts de trouver des solutions. Est-ce que c'est pas plutôt un cache-misère qu'une véritable solution? Si, bien sûr, c'est un cache-misère. On va dire, le trafiquant, il est responsable de par ses actes, à la fois sur ses biens mal acquis, par rapport à son entourage. Très souvent, le trafic de stupéfiants, c'est aussi la seule source de revenus d'une famille. Donc, il y a véritablement des questions à se poser autour de ça. Est-ce que ça va être la bonne solution? Il y aura d'autres décisions dans ce sens-là. Mais c'est surtout que cette famille va être relogée dans un autre HLM. Je pense vraiment que dans le cas de cette affaire, il y a des choses qu'on ne sait pas qui doivent être plus importantes que vendre 3 barrettes. Parce que vous pouvez très bien vendre de la drogue sans que personne ne le sache, même au sein de l'immeuble. Je pense qu'il y a vraiment d'autres choses. Vous l'avez dit, le tribunal judiciaire a considéré que l'existence et la gravité de troubles ont été suffisamment rapportés pour caractériser le défaut de jouissance paisible des lieux loués pour tout locataire. C'est un exemple. C'est un exemple. Il faut voir la valeur de l'exemple, même pour les mômes de 13 ans ou 14 ans, tout d'un coup, se dire ma mère va être virée, on va être viré. Je suis désolée. Ça peut être des outils, navrants d'ailleurs, mais ça peut être utile. Vous avez raison, Sophie, parce que je vais vous dire, on ne pourra jamais lutter contre le trafic de drogue. Il y aura toujours des gens qui vont en vendre. Jamais. Maintenant, s'ils en vendent de manière à pas terroriser le voisinage, à la limite, c'est moins pire que ce qu'on a là. Non, mais je vais vous dire, c'est ça le problème. Voilà. Oui, Brigitte nous dit, c'est la première expulsion après un nouveau règlement voté en octobre. Effectivement, ils veulent impressionner ceux qui font pareil. Le jeune a pris 20 mois. Il ne sera pas là, donc les soucis vont s'arrêter. Apparemment, la mère participait aux nuisances et aux problèmes. Mais j'entendais il y a quelques mois un maire d'une commune expliquer qu'ils étaient obligés de reloger les gens qui sont oui, mais alors qu'est-ce que si c'est n'importe quoi. Oui, mais bon. Donc visiblement, on a. C'est un sujet qui était en tout cas à la une de l'actualité, qui faisait réagir. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On parle peut-être d'Éric Zemmour, de la multiplication des candidats à droite, l'arrivée d'Arnaud Montebourg, événement mais cata d'audience hier pour France 2. Visiblement, il n'a pas mobilisé les troupes. On y revient dans un instant avec vous. 0826 300 300. Vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi, on commente l'actualité. Alors c'est vrai qu'il y a une actualité politique importante, une actualité en vue de la présidentielle. Je ne sais plus qui disait, j'en ai marre qu'on dise les présidentielles, les élections. Il n'y a qu'une élection. Enfin, c'est. Mais comme il y a 2 tours. Oui, il y a 2 tours, mais bon, c'est l'élection présidentielle 2022. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Il y a une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et LCI où on voit que Marine Le Pen et Emmanuel Macron arrivent largement en tête des intentions de vote, malgré tout. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, à gauche Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, le futur candidat écologiste, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, qui s'est donc déclaré ce week-end que voilà. Est-ce que vous, à quoi ça rime? Est-ce qu'il y a déjà eu autant de candidats? En tout cas, il n'y a jamais eu autant de candidats par rapport au petit nombre de programmes, en fait. Je pense que et de votants. Voilà, c'est lié. Il y a une telle défiance des Français parce que il n'y a pas de programme. Et finalement, vous avez qui? Vous avez Marine Le Pen et Macron en tête, mais parce que ce sont les seuls dont finalement on connaît vraiment les programmes, puisque le programme de Marine Le Pen, elle a été candidate plein de fois. Le programme de Marine Le Pen, il a changé depuis. Il change à chaque fois. Oui, mais en gros, les gens. Économiquement, je comprends rien. Elle est extrême gauche maintenant, pratiquement. Elle change tous les 3 mois. Pas exagéré. Mais elle veut prendre le fric là où il est. Enfin, elle a toutes les maintenant, ce qu'elle dit rejoint ce que disent les gens très à gauche. Je dis extrême, c'est un mauvais choix. Alors, mais c'est incompréhensible. Est-ce qu'on va pouvoir échapper Mais c'est absolument lamentable. Les gens ont envie de projets, quel que soit le projet d'ailleurs, qu'on puisse être d'accord ou pas, mais pas de candidature. Celle de Montebourg, c'est terrible, ça a fait rire réellement tout le monde ce week-end. Moi, je préfère Montebourg à Hidalgo. Non, mais Arnaud Montebourg, c'est comme il avait été nommé pour redresser Habitat. Il va pas redresser la France, je veux dire, il n'a pas réussi à redresser Habitat. C'est vrai, mais alors d'abord, je voudrais vous dire quelque chose qui est important dans ces candidatures, parce que je pense qu'il y en a plein qui n'iront pas jusqu'au bout, y compris celle d'Éric Zemmour, c'est mon sentiment, je pense qu'il n'ira pas jusqu'au bout, y compris, donc il y en a, mais ce sont des influenceurs. On est rentré dans l'ère des influenceurs, et je crois qu'il y a des candidats qui sont là uniquement pour porter leur parole jusqu'au bout. Ils font moins que les influenceurs, je veux dire ils ont moins d'abonnés que Nabila, ces gens-là. Et Montebourg, je pense qu'il est assez dégagé, il sait très bien qu'il n'a probablement pas le fric ou qu'il n'ira pas, mais il a envie de porter une parole.
cette parole, on a en face Anne Hidalgo, on est en train d'attendre une parole de gauche introuvable, donc tout le monde essaie d'y aller. Oui, mais Thomas va pas être d'accord avec ça. Oui, sur la parole de gauche. Vous avez raison sur les programmes. Non, mais juste 2 secondes. Le problème, c'est vous avez Anne Hidalgo, qui est la ville de Paris est endettée comme jamais. Déjà, une catastrophe sur tous les plans. Voilà. Donc c'est quand même curieux de se présenter. Vous avez en face Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, il était ministre de l'économie et du redressement. Rappelez-vous, quand il a quitté son poste, il a demandé une formation de management avec une bourse qu'il a obtenue pour avoir un poste chez Habitat. Mais sans déconner, on se fout du monde. Ouais. On se fout du monde. Thomas, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on voit que l'écart quand même creusé par Emmanuel Macron et Marine Le Pen est quand même assez important. Quand on regarde Valérie Pécresse, 14% des intentions de vote, Michel Barnier 11%. Elle a un programme. Oui, mais on est loin. Jean-Luc Mélenchon 9-10, les écologistes 8%. Mais je crois qu'il y a 2 sujets. Il y a déjà le scénario Macron-Le Pen. On nous le vend quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Déjà au lendemain de 2017, on nous annonçait que ça allait déjà être le remake en 2022. Moi, les sondages, on a vu ce que ça donnait aux dernières élections régionales. C'était quand même pas hyper réaliste par rapport à ce qui se passait. Et je crois que le véritable sujet, c'est que je partage ce qui a été dit, c'est que les Françaises et les Français, ils ont un désir de politique, mais sur du programme et du contenu. Et quels horizons on propose, quelles solutions on propose à la crise, comment on va construire la société de demain. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et je veux pas taper sur Arnaud Montebourg, mais quand je vois qu'il se déclare candidat, et on voit les quelques propositions qu'il a mis sur la table, ça a été nationaliser les autoroutes. Mais moi, je suis favorable à ça, mais c'est dans le paysage depuis 10 ans. Il y a rien de nouveau, il y a rien comme nouveaux horizons, comme nouvelles propositions. Donc c'est aussi ça la difficulté dans laquelle on est. C'est comment on a un cadre programmatique sur lequel les gens votent et se prononcent sur des idées et sur une proposition et quelle sera la France de demain. Aujourd'hui, on connaît peu ou pas. On est quand même aussi dans la période où être candidat, c'est être visible. Parce qu'il y a aussi ça comme réalité. C'est émerger un peu, donc il faut voir comment tout ça se déroule. Mais on a aussi, je termine là-dessus, effectivement que pour la gauche et la droite, c'est difficile, mais vous prenez la gauche, on a combien 6, 7, 8 candidats. Vous prenez la droite, ils sont combien à se déclarer à la primaire 7, 8, 9. C'est un jour une candidature un peu en ce moment. Donc il y a aussi, il y a aussi une désespérance. Les Verts, il y en a pas mal aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'une des solutions, et c'est pas la meilleure, je le dis, mais avec la primaire, on trouve le moyen de passer de 5 candidatures à 1. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais non, et on peut en débattre. Parce que ceux qui vont pas à la primaire, ils sont toujours là. Donc par exemple, oui, mais les écologistes vont pas organiser la primaire. Nous, on est favorable à ce qu'il y ait une primaire avec tous les candidats et les candidats de gauche. C'est votre problème, c'est chez vous. Oui, ces primaires sont à l'ouvert au grand public. C'est aussi à droite. Alors là, ça devient complètement autre chose. Nous, elles sont ouvertes. C'est une préélection qui n'a pas de sens. Ceux qui vont voter sont pas du tout représentatifs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour sélectionner le candidat quand tout le monde est sur la ligne de départ? Par exemple, à droite, c'est insoluble qu'il y ait primaire ou pas, il y a 2 candidats. Oui, Christine Bouillot. Oui, alors quand on voit effectivement les questions qu'on se pose, c'est à peu près logique que l'on ait finalement les deux mastodontes des sondages Macron-Le Pen à ce jour. Il y a l'autre chiffre aussi, c'est les 30% de gens qui disent qu'ils n'iront pas voter à la présidentielle. C'est un score d'intention de vote qui n'est... De non-vote, oui. De non-vote, mais d'intention de non-vote qui n'a pas de précédent, donc c'est quand même inquiétant. C'est combien? Et moi, Comment? C'est combien le score de non-vote? Là, aujourd'hui, les gens qui veulent s'abstenir, c'est 30% pour une élection 30%. Présidentielle, qui est pourtant l'élection qui rassemble le plus d'électeurs dans l'histoire des élections. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que justement, il y a pléthore de candidats et que pour émerger, il faut forcément cliver. Il faut des propositions choc. Mais après, il faut rassembler. Et c'est un petit peu la difficulté. Croit plus elles sont choc, moi on y croit. Mais la difficulté, Sophie, c'est que aujourd'hui, la vie politique est rythmée par ça, et donc on a à peu près tous les jours, toutes les semaines quelque chose de nouveau qui sort et que l'on commente et que l'on explique et qu'on essaye d'illustrer. Mais est-ce qu'il faut du nouveau pour pouvoir se présenter, ou est-ce qu'il faut simplement déjà mettre en place ce pourquoi les gens ont été mis en place? Et là, effectivement, peut-être réconcilier les gens avec la chose politique. Donc c'est extrêmement compliqué. Sauf que là, on sort d'une crise sanitaire, que le pays aujourd'hui se tourne vers d'autres enjeux, certainement qui sont des crises sociales et des crises écologiques aussi. Et donc on voit très bien que on est sur des débats qui sont extrêmement clivants, alors que peut-être l'intention de l'électeur, lui, en tous les cas sa volonté sera ailleurs. Est-ce qu'il a envie de nouveautés? Rappelez-vous quand même Monsieur 3%, qui s'appelait François Hollande, Emmanuel Macron, élu alors qu'il n'avait jamais été candidat à n'importe quelle élection. Donc on s'aperçoit que cette campagne présidentielle aujourd'hui, pardonnez-moi, mais parfois ça ressemble beaucoup à un
Un show télévisé. Oui, j'allais dire la Star Academy, mais c'est un peu, c'est un peu le sentiment que les gens nous renvoient quand nous, journalistes, on va sur le terrain. Pardonnez-moi pour ceux qui font de la politique vraiment, parce que je pense que c'est quelque chose de sérieux. Parfois, ils sont perdus. Ils sont perdus et ils sont fatigués de tout ça. Donc là on va dire l'enchaînement, l'empilage de candidatures, tout avec des slogans des uns et des autres. Je sais pas du tout vers quoi ça va nous mener. Oui, mais on a encore 7 mois, parce que là, on est complètement. Enfin, attendez, de quoi on va parler dans 7 mois? Oui, c'est loin. Vous vous rendez compte le sujet? Non, mais là, il se passe quand même quelque chose. Il va se passer tous les jours. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose de jamais vu. Il se passe quand même quelque chose, effectivement, d'assez inédit avec cette. Oui, mais ça va durer 7 mois. Candidat. Non, ça va pas durer 7 mois. Il faut aussi réfléchir à ce qui se passe dans les partis. Il y a scission dans tous les partis. C'est ça le problème. Vous avez la droite où il y a une scission entre finalement les souverainistes et les pro-européens. À gauche, vous avez un petit peu la même chose. Avant, il y avait un parti, une idéologie. On a l'impression que chaque parti s'est coupé et en symétrie 2 idéologies. Donc, je pense que c'est le problème. Quelque part, l'électeur moyen en France, il voudrait un peu d'écologie, il veut payer des impôts, mais que ça sert à quelque chose. Et, vous voyez, un mélange de tout. Et ça, on l'a pas. Vous voyez, je pense que, puisque vous êtes là, vous êtes porte-parole d'une candidate écologiste, l'immense majorité des Français sont d'accord avec les propositions qui touchent l'écologie. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec le reste. Vous voyez, et on retrouve ça dans tous les partis. C'est-à-dire qu'à droite, il y a eu le programme, j'ai vu cette semaine, ce week-end, où ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils arrêtaient de subventionner les panneaux solaires. Je pense qu'il y a plein de gens qui étaient prêts à voter à droite et qui disent « Ah oui, mais pourquoi sur l'écologie ? Alors pourquoi l'écologie pourrait pas être de droite aussi ?» D'un seul coup, ça... Et il y a ça partout. C'est qu'on n'arrive pas à se reconnaître complètement. Il y a toujours un truc, on se dit « voilà ». Et ça, les Français, comment du coup, n'en peuvent plus. Justement au sein de Europe Écologie Les Verts. Les candidates et les candidats à la primaire ont quand même une plateforme commune qui est celle du parti Europe Écologie Les Verts. Après, évidemment, il y a des différences sur quelle vision et quel projet on a, si c'est une société de rupture ou si c'est une société d'accompagnement. Mais je crois que c'est aussi le charme de la vie politique, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir tous les partis, on peut pas faire le consensus large, c'est quand même difficile parce qu'il y a quand même des visions politiques qui s'affrontent sur des logiques qui ne sont pas les mêmes. Moi, je suis pas d'accord pour dire que le système libéral aujourd'hui, il va permettre de faire une écologie politique qui va protéger les gens. Mais c'est le projet et c'est les idées politiques que je porte. Après, les électrices et les électeurs, ils tranchent sur un projet politique. Mais il faut assumer ce qu'on est. Moi, je vais vous répondre. Les seuls pays où une question à Thomas Porte. J'ai écouté votre débat d'hier et un des candidats, alors c'était à la radio, donc forcément, on n'a pas forcément avec les voix le bon visage, mais un candidat disait, moi, de toute façon, si je ne gagne pas cette primaire, je ne suis pas sûr de me rallier derrière celui qui serait à même de l'emporter. C'est-à-dire que comment voulez-vous, enfin je sais pas, mais comment peut-on s'engager sur ce principe-là sans que les règles soient définies? Et je pense que la primaire des Républicains, ils sont dans le même débat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont encore pas trouvé le mode de désignation, comment ils vont le faire et si tout le monde va le respecter au bout du bout. Est-ce que vous vous mettez simplement à la place des électeurs qui déjà avant même de devoir choisir entre les candidats pour la présidentielle voient en quelque sorte, je grossis le trait, pardonnez-moi, mais cette espèce de mise en scène dans lequel les règles sont pas claires. Je pense que c'est il y a une n'oubliez pas le lecteur de base qui vraiment lui n'est pas au fait comme nous le sommes ou comme vous l'êtes de toutes ces problématiques. Mais sans parler des lecteurs de base, je veux juste répondre à ce que disait Thomas juste avant. Vous expliquez que vous voulez une rupture avec le libéralisme pour moi, j'ai la chance de voyager et il se trouve que dans le monde, les endroits où on a réussi à faire de l'économie verte sont les endroits les plus libéraux. La ville de San Francisco, par exemple, ou même les Verts en Allemagne, ils n'ont pas rompu avec le libéralisme. Donc, moi, de l'extérieur, je suis intéressé par ce que vous dites au niveau de l'environnement, mais quand j'entends rupture avec le libéralisme, là, je dis, non, pourquoi? On peut très bien faire de l'argent vert. D'ailleurs, le seul moyen pour que les gens se mettent au vert, c'est de prouver qu'ils peuvent gagner un peu d'argent dessus, sinon ils ne le feront pas. Mais là, la question que posait Christine sur justement ces candidats qui disent on ne suivra pas si c'est pas moi, j'y vais pas. Enfin, je suis pas. Le candidat que vous évoquez, c'est Governatori, qui est quand même déjà particulier, très minoritaire dans le spectre politique. Et effectivement, non, mais je vais répondre. Sa prise de position, elle est absolument pas acceptable. Et on a déjà vécu en 2017 à gauche avec ce qui s'est passé avec Benoît Hamon qui avait gagné la primaire, où les gens qui s'étaient engagés avaient un signe à le soutenir. Et tout à l'heure, on parlait de pourquoi la présidentielle, pourquoi il y a des gens qui s'abstiennent, mais c'est aussi le non-respect de la parole donnée en politique. Il abîme durablement le fait que les gens aient envie de se mobiliser. Donc effectivement, moi je
parle pour Sandrine Rousseau, elle l'a dit de façon très claire, et ce sera son choix, elle soutiendra le candidat qui gagnera à la primaire. On s'engage dans une primaire, il y a une règle qui est fixée dès le départ, il faut la respecter, parce qu'effectivement, si on va dans une primaire, on perd, puis finalement ça ne nous va pas, on soutient quelqu'un d'autre, évidemment, à la fois la crédibilité, la légitimité, et les gens, ils ont plus envie de tout ça. Mais Governatori, il avait quand même été exclu, il est revenu par une espèce de recours en justice. C'est très particulier, mais je suis d'accord avec vous, c'était quelque chose qui abîme aussi durablement la politique dans ce pays. Je voudrais aussi faire un commentaire, parce que, bon, on tape sur les politiques à juste titre certainement, mais s'ils n'arrivent pas aussi à faire les réformes qu'ils annoncent, s'ils ont des programmes qui laissent tomber au bout de 3 mois, c'est parce qu'on est quand même assez irréformable. Il faudrait commencer par réformer l'administration complètement, cet état profond qui bloque tout, qui prend des décisions dont on ne sait pas d'où elles viennent, qui semblent absurdes à tout le monde, qui est, alors que pour avoir un pass sanitaire dans les grandes surfaces, on a mis ça devant le Conseil d'État qui a dit ok, allez-y, et là, 4 jours après, on diminue, il n'y a plus de grandes surfaces, il y en a 50% qui n'auront plus de besoin de pass sanitaire. Non mais c'est juste un exemple où les incompréhensions, les décisions, qui a pris cette décision? Donc on ne comprend plus, et c'est une révolte sur la vie quotidienne, et je pense qu'il faut quand même dédouaner un peu les politiques. Quand vous avez vraiment un programme, si vous voulez l'appliquer, bon courage. Vous avez la France dans la rue. La France dans la rue. Sophie a raison. J'ai vu il y a 2 semaines de ça le débat en Allemagne sur les élections. Vous avez un candidat qui a dit devant les micros qu'il n'était pas pour la baisse des impôts. Ce candidat est favori aujourd'hui. Vous ne pouvez pas voir la même chose aujourd'hui en France. Parce que le vrai sujet, est-ce que les Français veulent qu'on leur dise la vérité? Je vous le dis, je ne sais pas. Non, ils veulent pas. Voilà, je ne sais pas. Je suis désolée, là, on a des excès. On va peut-être réformer l'assurance chômage. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est très difficile de juger. Il y a une France qui profite du chômage partiel, des aides, etc. Des gens qui vous disent, je prends 6 mois avant de reprendre un boulot. J'en ai eu dans mon bureau. Non, mais là, chômage partiel. Et puis ça va, donc je vais attendre 6 mois pour faire le tour. Ce n'est pas la majorité des gens. Il y a énormément de chômeurs qui veulent du boulot. Mais la France, maintenant, est écartelée entre un monde de profiteurs qui, dans tous les milieux, ça peut être le cadre sup, ça peut être la fille dont la boutique a fermé et qui a le temps, et une France qui a des vraies difficultés. On ne peut pas recruter, il y a un chômage de dingue. On fait le grand écart dans tous les domaines, et les Français, franchement, sont ingérables. On n'a qu'à le voir d'ailleurs sur les vaccins. Sophie, au-delà de ça, on préfère donner de l'argent dans la dépense sociale plutôt que de le mettre dans l'éducation. Alors que si on le met dans l'éducation, plutôt on aura moins à le mettre dans le social après. Et puis de demander aux entreprises cahier des charges. Vous pouvez me résoudre ce problème? C'est tant, pas plus. Vous avez un cahier des charges? Mais non. On essaie de faire ça soi-même, de mettre de l'argent en vrac. On marque une pause et on va parler d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, donc candidat, pas candidat, ira pas. À qui est-ce qu'il fait perdre des points? Xavier Bertrand, peut-être. On va en parler avec dans un instant. Allez, on parlait com en fait avant de parler d'Éric Zemmour, et on parlait de la communication, en particulier d'Éric Piolle. Je ne sais pas si vous avez vu, qui a posté sur les réseaux sociaux, donc ce maire de Grenoble, qui a posé sur les réseaux sociaux, je vais à Paris être interviewé par un journaliste politique. Donc il avait son vélo, son sac à dos, son casque, et il prenait le train avec son vélo. Paris à vélo. Ouais, alors il y a eu des commentaires, mais non. Non, il avait pris son et je pense qu'en fait il est parti de Marseille, mais enfin cette espèce de com qui se voit à 200 km. Et qui leur nuit complètement. Qui leur nuit absolument complètement. C'est insupportable. Et on évoquait avec Thomas le fait aussi que les candidats aient se présenter aux 20h. C'est-à-dire que là, on nous annonce qu'Anne Hidalgo va annoncer sa candidature dimanche prochain. Donc, pourquoi aux 20h? Donc, elle a annulé Laurent Ruquier pour aller présenter sa candidature. Il y a un côté... et puis, quelle prétention, non? Enfin, globalement, pas seulement Anne Hidalgo. Oui, mais hier, on avait Arnaud Montebourg. Pour eux, c'est institutionnel. Non, mais il faut comprendre. Il y a quelque chose de très ancien. Il y a un décalé là-dedans, voilà. Alors, justement, dans le cas de certains candidats, pourquoi pas? Un peu conservateur, avec une population d'un certain âge. Mais dans le cas d'Anne Hidalgo, qui a plutôt des soutiens bobos jeunes, qui sont des gens qui ne regardent absolument pas le 20h de TF1. Est-ce que c'est pas une erreur, justement, stratégique? Oui, mais elle veut avoir tous les vieux. Les vieux, ils regardent le 20h de TF1. C'est regardé par des gens qui n'habitent pas Paris, qui sont âgés. Elle a des jeunes qui habitent Paris. Vous avez raison, c'est quelque chose d'un peu institutionnel. C'est presque le passage obligé à l'élection présidentielle. Et puis, c'est les personnes, entre parenthèses, âgées, qui ont plus de 55 ans, etc. On regarde le 20h. Alors, vous me disiez tout à l'heure, à propos d'Abba, qu'il fallait un lien. Eh bien, moi... je regarde le 20h de temps en temps, et je pense qu'il y a un moment où on a envie d'apprendre les trucs et de communiquer tout le monde ensemble.
Et alors bon, il y a les chaînes d'infos, on continue, qu'on regarde, etc. Mais c'est vrai que c'est souvent un besoin d'être avec les autres. Ouais, bon. Non, mais il y a surtout quelque chose de réchauffé. C'est très Quelque particulier. chose de réchauffé, parce que tout le monde sait qu'Anne Hidalgo va être candidate, donc bon, je trouve ça... Oui, Christine Bouillon. Après, la façon dont les candidats s'autoproclament à la présidentielle, c'est chacun aussi avec ses moyens et son importance. On reçoit par mail des candidats à la présidentielle aussi, dont personne ne parle, parce que c'est leur seul moyen de communication. Donc c'est pas tellement sur ça, moi, que je trouve. Ouais. Mais bon, qu'on se présente ou qu'on fasse ça en conférence de presse, ou c'est fini le sacro-saint communiqué à l'AFP qui était repris ensuite en catimini avec les réseaux sociaux. Enfin, tout ça a complètement volé en éclats aujourd'hui. Et je pense qu'il y a 1000 façons maintenant d'être candidat et 1000 façons aussi d'être un candidat. C'est bien le problème. La com est aussi variée que les candidats. Il y a un truc amusant, c'est qu'il y a 25 ans, tout le monde regardait TF1 7 sur 7 avec Anne Sinclair pour savoir si Jacques Delors était candidat ou pas, et on ne savait pas la réponse. Aujourd'hui, on est moins nombreux à regarder quelque chose dont on connaît la réponse. Ouais, donc en 25 ans, ça a totalement inversé. En fait. Non, mais ça fait partie des problèmes de société. La com, journaliste, on va pas taper sur les journalistes qui font leur boulot, mais la com, les réseaux parallèles, les fake news, ça a changé complètement l'approche de la politique, la façon de communiquer. Avec des gens qui ne savent pas comment faire, comment on fait. Non, mais surtout, vous avez raison, c'est quand on voit, par exemple, quand il y a les grandes annonces de Macron, on sait 24 heures avant ce qui va déjà sortir. C'est quand même très particulier. C'est particulier. Et encore, je suis désolée, il se démarque pas mal, Macron. Parce que dans le genre, il sait utiliser ses nouveaux moyens. Quand il prend Ribouldingue et Bobido pour les matérialiser pour les jeunes. C'est McFly et Carlito. Oui, c'est ça. On voit que vous n'êtes pas jeune. Merci Valérie. Placide des museaux. Merci Valérie. Il faut pour être jeune, il faut... Voilà, bah oui, ça s'adresse aux jeunes. Parlons d'Éric Zemmour, donc pour la deuxième fois, donc encore une fois, sondage IFOP, 7% d'intention de vote. Il fait perdre 2 points à Xavier Bertrand. Est-ce que c'est lui qui fait perdre 2 points à Xavier Bertrand? Est-ce que c'est Xavier Bertrand qui les perd tout seul? Qui les perd tout seul, c'est possible. Mais il séduit 14% de l'électorat filloniste. Marine Le Pen, elle a perdu 2 points et 10% de son électorat. Donc est-ce que c'est un candidat sérieux? Est-ce que vous pensez qu'il va y aller déjà, vous, les uns et les autres? Moi, j'ai parié, quitte à me ridiculiser, je ferai un cadeau à Valérie, faute de pouvoir le faire aux auditeurs. Pourquoi? Je sais pas, je parie avec quelqu'un. Ah oui. Non, mais moi, je suis pas sûre non plus qu'il y aille. Ah non plus? Non. Alors, je pense que cet homme est porté par... il y a un vrai phénomène, Zemmour. C'est un formidable débatteur qui a remué des idées et c'est un influenceur. Et il faut prendre en compte ces influenceurs dans le monde politique parce que ça joue énormément, pour tout d'ailleurs. Il est porté... Il a rien à faire. C'est pas lui d'ailleurs qui demande qu'on nous colle les affiches, etc. C'est pas lui. Il est suivi. Donc, il est un peu quand même sur un nuage. Je pense qu'il va sortir un bouquin. Je crois il va falloir. Oui, c'est sûr d'ailleurs. Non, mais je pense qu'une fois que son bouquin va sortir, il va y avoir encore un renouveau. Il faut que ça tienne 7 mois. Il faut que lui tienne 7 mois. Je suis convaincue qu'il ira. Oui, on va faire un tour de table. On continue. Oui, allez-y. Oui, Christine. Zemmour, c'est nouveau. Ça sort des sentiers battus, ça rebat les cartes à droite, donc ça fait du papier, ça fait du clic. Ouais. Donc évidemment que c'est une aubaine. Hein, aussi, il faut être très honnête sur on va dire l'actualité politique. Hein, après il y a un vrai débat de fond des questions qui posent, qu'on soit d'accord ou pas. Toujours est-il qu'il y a un vrai débat à trancher et il se passe quelque chose autour de lui. Après, est-ce qu'il va y aller ou pas, ça, moi, je parie pas. Je n'en sais rien. Il peut y aller, puis après se retirer. Il peut y aller jusqu'au bout du premier tour et puis pouvoir se présenter. Enfin, il y a beaucoup de choses. Toujours est-il qu'il est, il est au centre du jeu et parce qu'il le souhaite. Et parce que des gens ont intérêt qu'il le soit, je pense. Ouais. Mathieu? On va faire vite. Moi, je pense alors je peux me tromper, hein, je préviens, comme tout le monde, je pense qu'il ne va pas aller jusqu'au bout. Je pense que s'il avait l'intention d'y aller vraiment, il n'aurait peut-être pas re-signé avec ces news déjà là, peut-être qu'il aurait déjà arrêté, parce que c'est un peu bizarre quand même. On a quelqu'un qui est supposé être candidat, qui arrive, qui est tous les jours pendant 1 heure, je sais pas, à la télé. Je trouve ça un peu curieux. Et d'abord, quand il va se déclarer, il n'aura plus le droit. Ouais, donc il y a un truc qui est curieux. Et puis la question, c'est est-ce que il gêne la droite finalement? Moi, je pense que le problème, c'est qu'il y a un candidat de droite et de centre-droite aujourd'hui. Il s'appelle Emmanuel Macron. Donc le plus gros problème de la droite aujourd'hui, de Bertrand et de Pécresse, c'est pas Zemmour, c'est Macron. On est d'accord. Ouais. Thomas?
Moi aussi, je peux me tromper. Je pense qu'il ira pas. J'espère qu'il ira pas parce que vous connaissez ma position. Moins ces idées sont dans le débat, mieux on se porte, à mon avis. Il est au centre du jeu, mais je partage ce qui a été dit par Christine. C'est quand même organisé sa mise en place au centre du jeu par Zemmour. On lui donne 1 heure d'antenne quand même tous les soirs sur CNews. On l'invite. On l'invite partout et tout ça. Donc il y a une espèce de. Vous avez parlé de son livre qui va être édité par une maison qui appartient à Vincent Bolloré. Non, il s'auto-édite tout seul. Non, c'est financé par le groupe Bolloré derrière. C'est ce qui est sorti. Vous êtes sûr? Ah, j'en suis sûr et certain. Non, ils font juste la distrib. Oui, ils font la distribution, ça n'a rien à voir. Ils distribuent des la distribution n'a rien à voir. Ils s'auto-éditent, c'est un peu tout l'argent. Oui, mais le groupe Bolloré est quand même derrière pour assurer la distribution des services après-vente. Ils distribuent des milliers de livres qui sont à l'opposé de la pensée de Zemmour. Je peux dire ce que je pense. Je pense qu'il y a un projet politique qui est porté par Vincent Bolloré et le remaniement qui est européen en est une autre des illustrations. Et moi, je pose quelque chose. Je termine sur une chose. Non, mais vraiment. Je dis une chose. Laissez-le aller au bout. Je dis, moi, j'ai quand même un véritable problème. On parle ici, on a parlé tout à l'heure de gens qui sont condamnés de peine. Moi, j'ai un véritable souci de donner la parole à quelqu'un tous les soirs qui a quand même été condamné, je le rappelle, pour des injures et provocations à la haine envers les musulmans. Et le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et cet homme-là a été condamné à 3 reprises. Donc est-ce qu'on trouve normal que cette personne puisse s'exprimer tous les soirs à la télé? D'ailleurs, CNews a encore été condamné à 200 000 € d'amende il n'y a pas longtemps sur ses propos sur les mineurs isolés. Donc ça, c'est la réalité. Donc on est aujourd'hui en train de parler de candidature à l'élection présidentielle de quelqu'un qui tient des propos de haine envers les musulmans dans ce pays. C'est aussi ça, Éric Zemmour. Ouais. Mathieu, non mais sur le projet politique porté par Bolloré, non, je vous assure que vous vous trompez. Il a récupéré une station de radio que plus personne n'écoutait. Son rôle, c'est de faire augmenter l'audience en divisant les coûts. Avec les journalistes qu'il a débarqués, ceux qu'il a recrutés, on voit quelle orientation prend la station de la radio. Vous vous trompez. Non, mais il y a une vraie pluralité. Vous avez également des gens de gauche qui sont dedans. Il y a vraiment de tout. Réellement, vous vous trompez. Simplement, dès qu'il y a plus de gens de droite, on voit plus. C'est Judith Vintraud contre Charlotte Dornelas. Bon, je veux bien, mais je vous assure qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non, mais ça se droitise. Mais c'est plus, ils ont diversifié. Je vais vous dire, c'est plus diversifié que Mediapart, clairement. Voilà. Donc voilà. Ou parfois France Inter. Oui. Ah oui, carrément. Ah, vraiment. Bon, non, je vous assure qu'il y a. Et pourtant, j'ai pas d'intérêt à dire mais vraiment, c'est diversifié. Non, mais la France est à droite maintenant. Il va falloir aussi tirer la France a toujours été de centre droit. Allez, on verra. Merci à tous les 4 à suivre le journal sur Radio. À tout de suite.